Alors, est-ce que nous sommes en direct? Je crois que nous sommes en direct. Juste pour l'instant, il n'y a personne en fait. Ah, hello Nicholas. Bonjour Charbot. Hello Gaïa. Eh bien voilà, super. On va pouvoir débuter dès à présent avec le Gaïa Coffee House. Hi Nicholas, thank you so much for joining. This is very cool. Thank you. Oh, Hey! Salut les filles! Salut, salut! Bon, vraiment, merci beaucoup d'être là. Ça me fait hyper plaisir de vous avoir. C'est dimanche, c'est jour de brunch et vous êtes là. C'est merveilleux. C'est un peu comme si j'étais au Gaïa. Là, je me croirais presque à la Croix-Rousse depuis ma terrasse du Sri Lanka. Mais voilà. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live. ah bah non, mais merci à toi. En fait, Held by Maha, donc comme je le dis toutes les semaines, Maha c'est moi, enfin toutes les semaines, c'est la deuxième fois qu'on fait un live. Et sur ce compte, j'essaye vraiment de parler de la santé dans tous ses aspects, donc la santé physique, bien sûr, celle qui vient à l'esprit de tout le monde, mais également la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé environnementale, la santé sociale. Et je trouve que le Gaïa, et ben voilà, vous deux en tout cas, le Gaïa, c'est la manifestation de vous deux. Vous représentez tout ça, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a la santé environnementale avec le local, de saison, circuit court et bio. À la fois, il y a la santé physique avec les ateliers yoga, les ateliers cardio que vous faites les dimanches après le brunch. À la fois, il y a aussi l'aspect santé émotionnelle puisque vous êtes toutes les deux coach thérapeutes. Donc, comme on a 45 minutes, ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez tout de suite, vous présentiez tout de suite, et puis vous nous expliquiez un petit peu chacune, parce que vous êtes toutes les deux coach thérapeutes, mais vous avez chacune votre façon de faire, chacune votre propre méthodologie. Exactement. Donc voilà, celle qui veut commencer en premier, je sais pas qui de Meryl, qui de Julie. Allez-y. Juste avant de commencer, franchement, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, de nous recevoir sur ce live. Et comme quoi, la distance, ça me met en émotion quand je parle, parce que on est tellement loin et à la fois on est tellement connectés. Et c'est hyper fort de pouvoir créer des choses comme ça. Donc, merci, bienvenue à tous. On a trop hâte de discuter de ça ensemble. Donc, merci Mara. Oui, merci beaucoup. Plaisir. Très belle introduction. Du coup, de Julie et Meryl, moi c'est Meryl et je suis thérapeute, mais je suis passée dans PNL. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui est utilisée dans plein de domaines, mais moi je l'utilise pour un peu comme reprogrammer son cerveau en quelque sorte, c'est-à-dire j'accompagne les gens à ce qu'ils puissent voir les choses d'une autre façon, à ce qu'ils puissent sortir de leurs habitudes, avoir un autre point de vue et du coup pouvoir transcender des choses, pouvoir extérioriser des émotions, des choses qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'il faut savoir que il existe différentes manières de faire de la thérapie. Nous, ce qu'on fait, c'est de la thérapie psychocorporelle. Ça veut dire que oui, mais psychocorporelle, ça veut dire que du coup, on vient sortir des émotions qu'on a à l'intérieur de nous, on vient vraiment les transcender physiquement et les sortir. Ça veut dire que c'est pas juste mental, j'y réfléchis et je comprends, c'est vraiment j'évacue des choses de l'intérieur de moi. Les deux sont complémentaires, hein, c'est pas un mieux ou un moins bien, c'est juste que c'est des techniques qui sont différentes. Et puis des gens sont réceptifs à ça, d'autres pas. Donc c'est vraiment chacun doit trouver sa façon de faire de la thérapie et ce qui lui convient. En tout cas, moi, c'est psychocorporel et donc c'est quelque chose d'assez pas violent parce que ça peut faire peur, mais c'est assez brutal. Ça veut dire que c'est vraiment je viens prendre en pleine face, je me mets en pleine conscience de ma vie, de mes émotions, de les blessures, je viens les regarder en face, je les prends et je les jette. C'est un peu ça le... Pour donner l'opposé, c'est l'hypnose que beaucoup d'entre nous connaissent, où on vient chercher dans l'inconscient et du coup, on n'est pas on n'est pas moins dans une connexion directe avec son corps et son état. C'est un peu plus doux et ça se fait un peu plus en douceur parce qu'on sature la conscience d'information et on va directement toucher l'inconscient et c'est l'inconscient qui fait le travail tout seul. Moi, ma méthode, c'est plutôt tout ramener à la conscience, je le regarde bien et voilà. Donc, c'est un peu ça mon outil. Et moi, je suis spécialisée dans l'alimentation instinctive. Ça veut dire se détacher de tous les codes qu'on peut avoir. L'alimentation, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, il faut manger à telle heure, etc.
et essayer de se détacher de tout ça pour ressentir un petit peu son instinct et se dire ok, mais à quel moment j'ai faim, à quel moment j'ai plus faim, qu'est-ce qui moi me convient de manger, qu'est-ce qui fait du bien à mon corps. Donc voilà, moi ma spécialité c'est ça. Donc à travers l'alimentation, j'essaie de reconnecter un peu tout le bazar entre le corps, les émotions, l'esprit. Voilà. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors moi, donc moi c'est Julie. À la base, moi je suis coach sportive et en fait j'ai rapidement fait une autre formation en tant que masseuse. J'ai fait une formation en sophrologie et moi je suis dans l'accompagnement, donc plus dans le coaching mais thérapeutique aussi, dans la thérapie psychocorporelle où je vais être plus dans le contact direct avec le corps, dans la connaissance du corps, dans la connaissance du fonctionnement du corps, dans l'énergie de la personne, dans la connaissance de sa propre énergie, dans l'auto-toucher, dans l'auto-massage, dans les relaxations, les méditations qui vont être en accord avec la personne. Il n'y a pas de relaxation type, il n'y a pas de méditation type. Et moi, comme Meryl, je pète un peu les codes au niveau des sportifs. Genre, il ne faut pas s'entraîner 3 fois par semaine. On s'entraîne ce qu'on veut. Il ne faut pas faire de la méditation tous les matins. On peut en faire si on en veut, mais on peut aussi ne pas en faire. Une seule chose qui est il n'y a pas de vérité en fait. Du coup, j'accompagne les gens à se trouver, à apprendre à se connecter à travers le sport, quel qu'il soit, à travers le massage, à travers la relaxation, la méditation et l'énergie, enfin, son chi, quoi, son énergie vraiment qui est en soi. Et du coup, on accompagne avec Meryl soit chacun de son côté, selon les personnes, soit simultanément. Oh, j'adore la musique derrière. Ah, mais alors ça, c'est Bienvenue au Sri Lanka. C'est le marchand de pain qui passe. C'est un peu mon frénemi, le marchand de pain. C'est-à-dire que il passe tous les matins à partir de 5h30, 6h moins le quart, au moment où moi je débute ma méditation. Et puis le dimanche, ça dépend. Je pense que c'est dimanche pour lui aussi, c'est relax. Donc des fois il passe maintenant, des fois il passe un peu plus tard. C'est un petit peu, c'est un peu quand il veut. Mais et encore cette musique, c'est très sympa parce que à Colombo, dans la capitale, c'est plutôt la lettre à Élise de Beethoven qui passe. Et alors là, t'as juste envie de te tirer une balle parce que du coup dans la capitale, il passe 10 fois dans la journée. Et 10 fois dans la journée, t'entends Beethoven et t'as juste envie soit de le tuer, soit de te tuer toi. Mais il y a quelqu'un qui va mourir. Et donc lui c'est un peu mon frenemy parce que je l'entends soit au moment où je fais ma méditation du matin, soit au moment où je fais ma méditation de l'après-midi. Bref, donc voilà, c'est le Sri Lanka en direct pour vous. Et tu vois, ça nous a hyper fait penser à Bali. Ça nous a hyper arrêté dans la discussion. Ça m'a transporté. Ouais. Du coup, voilà. Donc on accompagne de chaque côté ou simultanément selon les besoins des gens et voilà, on a plusieurs outils. Donc la PNL, le sport, la naturopathie holistique, l'alimentation, le massage, la sophrologie, bref. Et puis nous, notre expérience et notre attitude et tout ça qui fait que. Ouais. Donc c'est ce qu'on fait. Psychocorporel, connexion corps, esprit et émotion. On est vraiment sur. Eh ben, c'est pour ça que vous êtes là. Moi, vous êtes rentré dans ma vie via mon estomac, puisque voilà, le Gaia Coffee House. Ah non, mais vraiment, on en reparlera après. Mais je crois que il faut bien comprendre que quand on mange sans gluten, sans lactose pour des questions de santé, pas parce que c'est un choix, parce que sinon moi je choisirais de manger tous les matins des croissants, et bien trouver un lieu où on est sûr en fait et on peut avoir confiance et on sait très bien que c'est pas fait juste pour être un effet de mode, mais que c'est vraiment fait dans une vraie conscience, dans un vrai respect de l'autre, etc. Et bien voilà, moi je sais que je peux venir bruncher chez vous, les yeux fermés, et que c'est un lieu qui est safe pour moi, et donc j'en parle à toutes les personnes sans gluten et vegan ou assimilées comme on dit, qui voilà, c'est vraiment un super lieu, mais on en reparlera ensuite. Oui. Pour l'instant, parlons donc de cette connexion corps, émotion, sentiment, puisque c'est le sujet de notre live aujourd'hui, sentiment et confinement. Yes. Une des autres raisons pour lesquelles je vous ai demandé de participer, c'est aussi parce que vous-même, en fait, vous avez aussi, en delà de faire tout ça d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement dur et d'extrêmement tragique. Où des gens ont également aussi perdu la vie. C'était à Bali justement. Est-ce que vous voulez bien qu'on en parle 2 minutes comme ça pour que tout le monde se situe un peu et savoir que c'est pas juste votre job, que c'est aussi votre vie et que vous l'utilisez aussi toutes vos savoir-faire aussi sur vous-même quoi.
Ah mais complètement. Bah déjà, je pense qu'il y a eu une grosse partie. C'était un énorme travail avec nous-mêmes qu'on a fait, que nous on s'est fait accompagner aussi pendant de nombreuses années. Avant le voyage. Avant le voyage, bien avant ça, pour pouvoir déjà avoir des clés, faire sortir des choses. On a compris qu'il y avait, en fait, on a compris que la clé, elle se trouve à l'intérieur de nous et qu'on essayait, comme un peu tout le monde, d'essayer de trouver des solutions par tous les moyens à l'extérieur. Mais en fait, on s'est dit non, c'est peut-être qu'on devrait se regarder dans le miroir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous et trouver les solutions nous-mêmes à nos problèmes, en tout cas, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, on a fait un long chemin où on s'est fait accompagner pendant de nombreuses années. Après, ça a permis de se libérer sur plein de choses et de faire péter des barrières. Oui. Du coup, on est parti en voyage. Et tout le chemin, voilà, on est parti en voyage et on est resté un certain moment à Bali. Et en fait, à Bali, du coup, nous, on pensait y rester beaucoup plus longtemps que ça. Et en fait, il y a eu un énorme tremblement de terre. Enfin, il y en a eu plusieurs. Et en fait, il y en a eu un surtout beaucoup plus gros que les autres. On était sur le bord de mer, on était parti, voilà, et on venait d'arriver en fait dans cet endroit. On avait pris le scooter. Moi, je faisais du scooter depuis 2 jours. J'en avais jamais fait de ma vie, et je venais de découvrir le scooter. Et donc, on arrive à cet endroit, voilà, on trouve un endroit, on se pose, voilà, et en fait, à 20h on était en train de regarder un petit film sur le Vietnam. Exactement. Parce que c'était la future destination. Exactement, on regardait ça, et en fait, à 20h, donc tout fermé, nuit noire, bon voilà, Bali fermé. Un énorme tremblement de terre, mais vraiment un truc stupéfiant où tout s'est mis à claquer, tout s'est mis à tomber, les pots de fleurs par terre, machin, enfin un truc, c'était assez dingue. Et en fait, ce qui se passe à Bali, ce qu'il faut savoir, c'est que les Balinais sont très très zen. Mais vraiment, ils sont zen à toute épreuve. Il y en a eu de nombreux quand on y était, mais à chaque fois, c'était on va dehors, tout va bien se passer, la nature et tout bon, ok. Et là, on va dehors comme on nous avait appris, et sauf que là on voit tous les balinés emballés et tout. Ils commencent à prendre leurs affaires, il y a des 4x4 qui sont en train de se faire remplir par les gamins, les sacs, les vieux qui se mettent dans les 4x4, mais on était là, attends, délire quoi. Qu'est-ce qui se passe? Dans les restos, il y a tous les balinés qui font partie, qui ont laissé les touristes et qui ont fui. Enfin, donc là on a senti une espèce de... On savait pas trop quoi, mais on s'est dit bon, c'est que c'est pas aussi cool que d'habitude. Et en fait, on commence à parler avec celle qui du coup est notre guest house à nous. Et elle nous a dit oui, il y a une alerte tsunami parce que du coup le tremblement de terre a eu au milieu de la mer, enfin dans l'eau. Et donc il y a une alerte tsunami et bientôt on va savoir quelle a été la magnitude, l'intensité du truc, et si ça dépasse, je crois que c'est 7, et ben il y a des risques de tsunami. Et donc nous on était là la nuit, la magnitude de 6.8 annoncée, et là à un moment donné ça marque 7.2 quoi. Et en fait, là, elle dit, il faut aller mettre de l'essence. Elle a dit, il faut que vous partiez dans la montagne, parce que là, si jamais il y a le tsunami qui arrive, on va tous se faire engloutir, on a 20 minutes pour partir et tout. 20 minutes pour partir, donc nous, on était là, on n'avait plus d'essence dans le scooter, c'est la nuit, et en fait, on a pris notre sac à dos, on a pris notre scooter, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de mettre de l'essence, n'importe laquelle. On a pas mis de la bonne essence, on a mis ce qu'on a trouvé, et là, on est parti, il a commencé à pleuvoir à torrent. Mais comme ça. Mais un truc de flou. Et on était là pour grimper dans la montagne. On ne savait pas où on allait. C'était tout noir. Il n'y avait pas de lampadaire. Il y en avait 2 tous les 25 mètres. Et là, tu montes. Tu ne sais pas combien tu dois aller. Tu sais pas où c'est que tu dois aller. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais pas si le tsunami il est énorme. Tu sais pas s'il est déjà en bas, s'il est en train de monter. Tu dis à tout moment, il vient t'engloutir. Donc on était là, en train de, à moitié, on savait pas. On était entre sidération, envie de pleurer, envie de rien faire. En fait, il y a eu un moment donné où là, concrètement, c'est toujours un grand moment d'émotion quand on en parle. C'est qu'on a l'impression qu'on allait mourir. Je pense que c'est la première fois de notre vie qu'on a pensé que c'était fini pour nous et que notre voyage et notre vie s'arrêtaient là, maintenant. Et du coup, on était en tremblant, enfin on tremblait de tous nos membres, il y avait toutes les pensées qui bousculaient, il y avait toutes ces émotions qui étaient chamboulées, et là, il y a l'instinct de survie, et il y a vas-y, continue, et monte. Parce que dans tous les cas, il faut monter. On arrive en haut de la montagne, il y a eu plein de tsunamis. Finalement, le tsunami a eu lieu. Là, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de morts. Ça a tué énormément de gens. Il y a eu surtout, alors les morts, mais il y a eu surtout un nombre de maisons d'habitation qui ont été détruites. Donc les gens là-bas, sur place, les locaux n'ont pas forcément d'argent, donc c'est très compliqué. C'est pas comme en France, entre guillemets, où c'est un peu plus facile. Tu as ton salaire, donc du coup, tu as suffisamment une assurance. Si là-bas, ils partent de rien, il n'y a rien. Voilà, donc ça a été vraiment très, très compliqué moralement de voir tous ces gens qui crient, qui pleurent, qui n'ont plus rien, des gens qui meurent. Donc ça a été très dur. Et après, il y a eu la décision de se dire, on peut plus rester là, donc on est reparti à Ubud dans les rizières en montagne, où on est plus en sécurité, entre guillemets, loin de la mer.
Donc, dès le lendemain, on a repris nos affaires, on est parti direct. On a passé la nuit, du coup, avec d'autres gens qui s'étaient retrouvés en haut d'une montagne. On était, je sais pas combien, par terre avec des espèces de couettes, de machin. Il y a un resto qui nous a tout accueillis. Donc, on a attendu toute la nuit. Il y a eu au moins 500 répliques toute la nuit. Enfin, c'était hallucinant. Ça s'est jamais arrêté de bouger toute la nuit. L'angoisse toute la nuit. Et le lendemain matin, on est redescendu. Et en fait, on est resté pendant 3 semaines après ça. Nous, on a rencontré des gens pendant cette nuit-là qui sont partis direct parce que ça a été très traumatisant. Dès le lendemain. Nous, on est resté parce qu'on s'est dit on va quand même rester. Et en fait, au bout de 3 semaines, ça a continué. Il y avait des tremblements de terre tout le temps, pendant tous les jours, la nuit, le matin, le soir, on devait partir, revenir. Enfin, c'était vraiment pas simple. Et à un moment donné, on s'est senti, c'est là où en fait, on s'est regardé, on sentait que ça devenait très compliqué. Et en fait, on s'est dit ok, qu'est-ce que vraiment là on ressent? Même si on avait notre billet pour le Vietnam qui était déjà pris, enfin. Et on était quelques semaines plus tard ou quelques mois après, mais en fait, on sentait que c'était plus ok. On faisait que de pleurer, on était stressés. Il y avait de la famille tous les jours au téléphone et finalement, on n'arrivait plus à dormir correctement dans la chambre parce que il fallait prévoir que le sac à dos soit prêt à côté de la chambre. Il fallait qu'on descende, nous, pour sortir. On avait le téléphone toujours chargé, des victuailles toujours le sac. Et du coup, dès que ça bougeait, on prenait le sac à dos, PC, téléphone, on sortait. Tu sors en slip, en maillot de bain, enfin. Et ça a été ça, en fait, tous les jours pendant 3 semaines. Et au bout d'un moment donné, on dormait plus dans la chambre, mais en bas. Et on était sur le qui-vive, du coup, on ne dormait quasi plus. Et là, on s'est dit, mais en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part tout de suite au Vietnam? Mais c'était au moment des typhons. Et on se sentait émotionnellement pas forte pour revivre une nouvelle période de climat. De désastre naturel. Exactement. Donc, on a regardé Emirates et on s'est dit, bah, dans 2 jours, on rentre. Et en fait, on s'est pris un billet parce que mais parce que ça a été. Aujourd'hui, c'était la balance entre soit on perd de l'argent sur notre billet au Vietnam, les billets d'Emirates qui nous coûtent l'impôt, soit notre bien-être intérieur. Et on sentait qu'on avait besoin de ça, même si on savait qu'après on allait sûrement se dire merde, on aurait dû rester parce que là, on avait besoin de revoir nos amis, notre famille, de se sentir un peu quelque chose de rassurant. Et donc du coup, bah, on a pris la décision de revenir. Et c'est là, en rentrant, qu'on s'est dit soit après on repart et on a créé Gaïa à ce moment-là. Du coup, on a essayé de tirer un peu tout de ce qu'on a vécu et d'essayer de créer un endroit qui ressemblait à tout ce qu'on a vécu et à notre changement Et c'est incroyable parce que on a invité nos amis à rejoindre le live sur la team. Je sais pas si tu as vu les stories. Et en fait, à ce moment où on parle de Bali, il y a, alors je dis le nom, Tribu Marin. C'est eux avec qui oui, j'ai vu. À Bali. Ah, mais non, donc incroyable de se retrouver effectivement. On a vu qu'il y en a pas mal de la team Gaïa et c'est incroyable de. Et vous avez vécu ça aussi, et c'est vrai que c'est un bouleversement que parfois on sous-estime. Et quand on est en France, on pensait que ça allait être ok, tu vois, on pensait que c'était ok, on était, et en fait, bon après ça on pourra en parler encore, donc on va s'arrêter là, mais après ça a été pendant des mois de grosses problématiques. Donc on a dû aller se faire aider pour faire ce travail-là du après en fait. Ça a été un trauma qu'on a minimisé, qu'on pensait pas autant. Et moi, 1 an après, je sentais que ça bougeait dans mon lit, quoi. C'est vrai que la confrontation, la mort directe comme ça, aussi directe, on n'a pas l'habitude de ça. Et c'est une sensation qui est drôle, quoi. C'est vraiment. Et donc, du coup, on a. Voilà. Après, bah, la suite. Rentré, et après, voilà, on a. Tout ce que tu connais depuis. D'accord. Bon, voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Moi-même, j'ai ressenti l'émotion. J'en tremble un petit peu tellement c'est voilà. Mais parce que je pense que c'est aussi important que toutes les personnes qui vous ont envoyé plein de questions, j'ai plein de questions pour vous, sachent elles aussi que voilà, des choses extrêmement fortes, extrêmement douloureuses, vous les avez ressenties dans votre chair et que voilà, vous n'êtes pas juste des thérapeutes qui parlent de concepts. C'est que vraiment, vous avez eu des vrais traumatismes, comme en ce moment, des personnes sont en train de vivre avec ce confinement de vrais traumatismes dans leur chair, dans leur psyché, dans leurs relations. Donc on va se jeter dedans tout de suite. L'une des premières questions que j'ai, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour générer de la joie. Alors, j'ai essayé de regrouper les questions qui se ressemblaient le plus. Donc, générer de la joie, du bien-être dans une période qui est aussi stressante et angoissante en fait. Comment on peut faire ça? Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Meryl, qui disait, on se rend compte qu'en fait les clés elles sont en nous, qu'on a et qu'il faut aller les chercher. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut mobiliser en fait des émotions
positive, j'ai envie de dire, dans un environnement qui en plus c'est international. Je crois que là, le truc du coronavirus, c'est qu'en plus c'est un petit peu comme, des fois je dis ça, c'est un peu comme la Coupe du Monde de football. Le monde entier est en train de le vivre en même temps, quoi. Donc ça ajoute à l'aspect à la fois surréaliste et à la fois, je trouve que ça aussi, ça décuple les émotions et la souffrance des uns et des autres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer des émotions? Alors, tu me diras si tu aimes le terme de positif, négatif sur émotion ou pas, mais comment est-ce qu'on fait pour être dans la joie, dans le bien-être, dans le rassérénement, en fait, avec tout ce qui se passe? Parce que tout le monde est un peu, voilà, la force est perturbée. La force est perturbée. Oui, c'est ça. Eh ben, déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce que je voudrais recontextualiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en confinement. Donc forcément, on a des émotions qui sont décuplées par le fait qu'on soit... alors peut-être que ça fait ressurgir des choses. Il y a peut-être des gens, par exemple, qui ont du mal avec la solitude. Et souvent, quand on a du mal avec la solitude, on va voir des amis, on fait plein d'activités, fait du sport, on travaille beaucoup. Et là, on est coupé de tout ça. Donc on se retrouve face à nos émotions et face à nos doutes, face à nos angoisses. Donc c'est ce qui déjà peut se passer. Et aussi, ce qu'il faut bien se dire, et ça c'est général, c'est que c'est un moment un peu particulier. C'est-à-dire qu'on le vit tous. Même si on n'a pas forcément tous le même rapport à la solitude ou que ça génère pas des angoisses de l'intérieur de toi, c'est quand même angoissant parce qu'il y a un côté où on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas quand on va ressortir, est-ce que je vais pouvoir avoir mon job ou pas, est-ce que financièrement, dans quelles circonstances, est-ce que financièrement ça va bien se passer ou pas, mes enfants si j'en ai, comment ça va se passer pour eux, l'environnement, tout. Enfin, aujourd'hui on a des questionnements qui font qu'on ne sait même pas comment ça va se passer dans une semaine et qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que ça c'est anxiogène, faut qu'il en soit, mais plus globalement pour tout le monde, ça veut dire qu'on ressent tous à un moment donné ce truc d'incertitude, d'inconnu. Et ça, c'est angoissant. Je pense que ça, pour moi, une des premières choses, je dirais, pour pouvoir réussir à passer ça. Alors, juste avant, le positif, tu disais ça, c'est intéressant. Je sais pas si tu veux parler de ça ou pas. Il y a le positif et négatif, c'est des mots que naturellement et facilement beaucoup de monde utilise. Nous, avec Meryl, on l'utilisait aussi avant, bien sûr. Et à partir du moment où on a fait ce travail-là de conscience, de voir différemment la vie, etc., et soi, on s'est rendu compte qu'en fait, positif et négatif, c'était un peu des termes qui mettaient un peu un jugement sur quelque chose qui se passait. Alors, c'est pas une vérité ce qu'on dit, mais en tout cas, notre ressenti pour ça, que ça pourrait mettre une sorte de jugement sur ce qui se passe de bien, de pas bien, de mettre une pression un peu sur une situation ou un état, ben c'est bien, c'est pas bien, c'est négatif, c'est positif, et aussi sur le fait que si c'est négatif, il faut l'enlever. Si c'est positif, il faut le garder. Et nous, on parle plutôt d'agréable et désagréable, de se dire que dans chaque situation, il y a quelque chose de bénéfique pour soi, et du coup que ça soit négatif, mais du coup que ça soit désagréable. Oui, mais c'est l'humain passe tout au long de sa vie par des moments où c'est plus chiant, c'est plus relou, on est énervé, on est des humains, on n'est pas des robots. Du coup, il y aura forcément des trucs désagréables et forcément des trucs agréables. Et pour nous, c'est important d'utiliser certains termes pour changer un peu sa vision et cette pression qu'on peut éventuellement se mettre. Les mots qu'on utilise, ils caractérisent du coup nos actions et nos croyances et nos conditionnements, ils nous conditionnent en fait. Ça veut dire que si j'utilise toujours négatif, ça a une connotation où on a envie de plus l'avoir parce que c'est pas bien, on n'en veut plus. Alors que désagréable, c'est juste que je le vis pas très bien, mais à la fois je l'accepte. Une question d'acceptation qui est là dans le mot désagréable et qui est pas là dans négatif. Du coup, c'est important pour nous de plutôt utiliser ces mots-là. Du coup, on va plutôt dire qu'en ce moment, on vit des émotions désagréables qui nous font un peu souffrir, qui nous angoissent. Je suis désolée. Non, vas-y. Non, je suis désolée, c'est parce que moi, je suis beaucoup dans ça en ce moment, et donc quand je discute avec des amis qui me disent alors machin, comment ça va, et donc les jours où ça va pas, je dis j'accueille. Je suis dans l'accueil de mes émotions, et je suis donc je rigole de moi-même. Bien sûr, mais parce que toi tu dis pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que si tu te dis bah ça va pas, ça me fait chier, c'est pourri, bah du coup tu te remets encore plus de puissance à ce mot-là. Tu parlais de puissance sur le fait que ça soit international. Bah là, c'est pareil. Le mot, il a une puissance. Si à force de se dire, à un moment donné, bah, on se l'ancre, et puis à un moment donné, tout va pas bien, et je vais me prendre, quoi, tu vois. Enfin, du coup, bon, voilà. Du coup, pour nous, la première des choses, ce serait de du coup sortir de ce truc-là et peut-être sortir la tête de l'eau, se regarder un petit peu, prendre de la hauteur, regarder sa situation et se dire, ok, ce que je vis, c'est désagréable, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que déjà l'accepter, se dire que de toute façon, dans la vie, on a beau, en fait, on vit dans cette société où on a envie de que du bien, que des choses agréables, que de la joie, que du bonheur, et on cherche à tout prix ça, à trouver le bonheur.
Et en fait, on perd en route que le bonheur, c'est accepter les choses comme elles arrivent et accepter aussi bien ce qui est agréable que ce qui l'est moins. Et ça fait partie de la vie parce que ça, de toute manière, on sera confronté à ça quoi qu'il arrive toute notre vie. Et je pense que la nature, elle est assez belle pour nous le prouver. L'hiver, tout s'arrête, les plantes, certaines meurent. Certaines ne meurent pas, mais elles se mettent en stand-by pour renaître après. Je pense que de toute façon, c'est le cycle de la vie est comme ça. Pardon. Et je pense que du coup, c'est important de plutôt se dire que les choses désagréables, on n'a pas envie de les voir disparaître, mais plutôt se dire comment je fais pour les accepter. Et déjà là, quand on commence à ça, il y a déjà un énorme travail qui est fait parce qu'on vit plus ça comme une lutte, comme quelque chose que je dois faire disparaître. Ça, en fait. Ah, je veux à tout prix que cette douleur, elle s'en aille de moi. Parce que là, c'est une lutte et on n'aura jamais de clé à ça parce qu'on n'a pas, en fait. Et je sais que c'est difficile à accepter et à entendre parce qu'on aurait envie qu'il y ait une solution miracle qui nous amène vers que de la joie. Mais il n'y a jamais de solution miracle. Et on se sent bien, il y a une énorme délivrance quand déjà on se dit, ok, bon, ben là, j'ai mal quelque part, je me sens triste, je me sens pas bien. Plutôt je l'accepte, ça fait partie de moi, et plutôt, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que j'entends par là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je pense que ça, déjà, c'est une première piste pour nous, une première clé qui peut permettre de mieux vivre les situations désagréables. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, en fait, c'est questionner l'émotion. En tout cas, c'est pas ma question, mais pour aider un peu plus ces gens-là, en fait, la clé, c'est déjà de questionner l'émotion, de se demander pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on se sent, on a ce sentiment désagréable. Qu'est-ce qu'il veut essayer de nous enseigner? Moi, je suis une grande croyante dans le fait que chaque situation et chaque émotion, en fait, est là pour nous enseigner quelque chose, même quand c'est une émotion où on est dans la réaction par rapport à une attitude d'une personne, ou à mon avis, on est un petit peu il faut se dire, mais pourquoi ce comportement-là déclenche ce sentiment-là chez moi? Là, on sait bien que voilà, les infos en permanence, hein. D'ailleurs, ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1, arrêtez de regarder les infos. Arrêtez de regarder les chaînes d'infos en continu. Je vous dis ça en tant que journaliste. L'objectif de vous donner le nombre de morts tout le temps, et c'est pas pour être, c'est pas que les journalistes sont des gens mauvais, evil, tout ça. C'est juste que c'est la logique de l'information en continu, en fait. Il faut que vous soyez devant votre écran, et c'est comme ça qu'on fait du chiffre, c'est comme ça qu'on fait de l'audience, et c'est comme ça qu'on a son salaire à la fin du mois. Et donc, demain, il y aura toujours des morts, malheureusement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir à chaque instant, de chaque minute, combien il y en a à travers le monde. Je pense que on peut prendre une pause. Moi-même, je regarde les infos une fois tous les 2 jours. Donc, faisons une pause aussi sur les infos, quoi. Mais bien sûr. Ça, c'est déjà aussi une solution, une vraie action qu'on peut tous déjà faire. C'est arrêter de regarder les infos, se renseigner une fois de temps en temps juste pour savoir, est-ce que je peux ressortir ou pas, ou qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Avoir les infos les plus générales pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Après, à partir de ça, le reste, c'est vraiment que source d'angoisse. Et si déjà c'est quelque chose qui est angoissant, si on a un terrain angoissé par le confinement, c'est sûr que les infos, ça accentue tout ça. Donc, plutôt regarder des choses optimistes, des choses sur l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer, essayer de se rapprocher des gens, faire des lives avec, les lives que tu fais toi, ou contacter ses amis, dire est-ce qu'on peut se voir en visio, enfin, essayer de créer plutôt du contact avec des gens par d'autres moyens que le vrai. Mais peut-être essayer de rester en contact avec des gens pour essayer de renourrir quelque chose d'optimiste et pas se noyer, sinon se complaindre et se noyer dans la douleur. C'est ça. Donc peut-être essayer de créer des occasions de sortir de ça, quoi. Très bien. Une autre question qui est aussi... alors, en fait, j'ai eu 2 types de questions par rapport aux émotions et au confinement. On va dire il y a une catégorie de gens qui vivent le confinement, qui sont seuls dans leur confinement et qui vivent ça plutôt assez mal, forcément, les gens qui le vivent super bien. J'ai pas eu de commentaires de gens qui me disent mais non, mais c'est génial le confinement, bien que personnellement je kiffe le confinement seul. Nous aussi. Je travaille sur moi. Même si c'est pas tous les jours facile, je travaille sur moi, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, donc ceux qui le vivent seuls et qui disent malgré le fait que, on va dire, les stresseurs de leur vie habituelle, ça peut être les collègues, ça peut être les parents, ça peut être les voisins qui en fait sont. J'ai une question, mais c'est les voisins de mon immeuble, quasiment tout le monde est parti, alors que c'est un immeuble où les choses se passent plutôt assez mal, mais la personne se sent quand même toujours hyper angoissée, hyper stressée. Donc comment se fait-il, je ne sais pas, mais en tout cas, comment on gère quand les stresseurs qu'on a identifiés dans sa vie en se disant, en fait, c'est ça qui me procure ce mal-être, et quand ces stresseurs ne sont pas là, et qu'on se retrouve face à soi-même, et qu'on a quand même ces émotions difficiles, quoi.
Bah déjà, je dirais que ça veut dire que, pardon, déjà, je me dirais que ça veut dire que peut-être on a mal identifié les problématiques. Ça veut dire que on a toujours tendance à penser que tout vient de l'extérieur, que aussi bien les solutions viennent de l'extérieur, mais du coup que les problèmes aussi viennent de l'extérieur. Et peut-être que du coup on a mal identifié les problématiques en se disant que c'est mes voisins, mon mec, mon boss, mes collègues qui me font chier. Peut-être que finalement c'est pas vraiment ça le problème. Peut-être que ça c'est ce qui m'empêche de regarder, de me regarder dans le miroir vraiment, c'est que je me dis que c'est plus facile de se dire que c'est les autres, parce que de toute manière, au moins, je rejette la faute sur quelque chose et ça m'évite, quelque part, c'est un petit peu la fuite, ça m'évite, mais on est un peu tous comme ça au départ, hein, on est un peu dans le déni, c'est que ça m'évite du coup de me regarder moi-même et du coup d'avoir à faire ce travail, parce que du coup, une fois que je suis confrontée à moi-même, et c'est là d'où vient le problème du confinement, c'est qu'à partir du moment où je suis confrontée à moi-même toute seule et que les problèmes restent, ça veut dire que les problèmes viennent bien de l'intérieur de moi-même. Et là, je suis obligée de m'y confronter. Donc, en fait, les gens souvent ont tendance à ne pas vouloir se remettre en question et pas voir la réalité de leur ressenti ou de leur acte ou de leur comportement. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est humain, c'est un peu, voilà. Après, c'est soit on continue à être toujours comme ça, et du coup à penser toujours que ça viendra de l'extérieur et que la solution miracle viendra toujours de l'extérieur, soit on fait comme toi tu fais, comme moi je fais, comme peut-être d'autres qui nous suivent là le font, un travail de connaissance du soi, d'introspection, de connexion de soi à tout niveau, qui nous permet d'être centré sur nous, sur ce qui se passe en rapport avec moi, de comment je le ressens, etc., etc. D'être comme dans une bulle au moment où il se passe quelque chose de compliqué et de ne pas tout de suite sortir de cette bulle pour aller chercher une solution ailleurs. C'est ça qui est. Et je pense que c'est un premier outil pour gérer vraiment ces émotions-là. C'est quand je sens que je suis en stress et en grosse angoisse. Ok, je me dis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et je m'observe et j'essaye de peut-être, par exemple, nous, il y a un outil qu'on aime beaucoup utiliser, nous perso et avec tous les gens qu'on accompagne, c'est d'avoir un papier, un stylo quelque part à proximité. Et à partir du moment où je sens une angoisse monter ou que je me sens pas bien, plutôt que de soit me jeter sur la nourriture ou fumer ou je sais pas ce qui peut se passer en fonction des gens, et je prends mon papier, mon stylo et j'écris ce qui me passe par la tête. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là où je m'angoisse? Qu'est-ce que je ressens à partir du moment où je sens du stress et de l'angoisse monter? Et peut-être qu'au début, la première fois que je vais faire ça, il y aura rien qui va sortir parce que j'ai pas l'habitude. Mais à force de me poser devant mon papier, mon stylo, au moment où j'ai mon angoisse qui arrive, pas avant, pas après, hein, au moment où j'ai mon angoisse qui arrive, à force de faire ce travail, il y a des choses qui vont se libérer et mon corps, mon esprit, tout va se dire, ah, il y a une porte ouverte. Là, ça y est, j'essaye plus d'étouffer. Ok, je veux bien sortir et l'émotion, tout doucement, tout ce qui se passe à l'intérieur va pouvoir sortir. Mais c'est un travail, c'est comme un désapprentissage d'une façon de fonctionner, du déni, et réapprendre à s'ouvrir à soi-même. On peut déconstruire les choses pour reconstruire une nouvelle façon de faire qui nous correspond. Et ce qu'elle dit, Meryl, c'est que ça apporte une conscience. On met de la conscience, on met du sens à l'instant de vie qu'on est en train de vivre et de ressentir. Et ça permet du coup d'ouvrir les yeux, tout doucement, et d'avoir conscience de soi et du coup d'arrêter de chercher toujours ailleurs. Ça, c'est important. Ça pourrait être aidé en tout cas. En tout cas, c'est une des solutions qu'on propose et qui est simple à mettre en place. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites là. Alors moi, l'une de mes spécialités, donc c'est la santé publique et la psychologie sociale de la santé. Et donc dans la recherche, ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux types de façons de gérer en fait des problématiques ou ces émotions. C'est la régulation, donc comment est-ce qu'on régule, hein, c'est un terme de recherche. Bref, c'est donc comment est-ce qu'on gère ça, le coping, quoi, les fonctionnements de coping. Et donc c'est soit par, on est plutôt orienté vers la recherche de solutions. Donc ça peut être consulter quelqu'un, mais ça peut être très bien noter son ressenti sur l'instant, ou c'est la gestion émotionnelle et donc qui est moins aimée d'un point de vue de santé publique, ça, c'est sûr. parce que c'est la porte ouverte à se compenser avec de l'alimentation, compenser avec de l'alcool, compenser avec de la drogue, qui ensuite commence à entraîner un cercle de dépression. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est exactement c'est vraiment une approche santé publique, c'est merveilleux. Alors le deuxième type de question qu'on a eu que vous avez eu, c'est donc il y en a qui ont décidé de faire le confinement en famille à partir du moment où ça a été annoncé, qui ont décidé de se rejoindre soit dans les maisons de famille, soit dans les appartements un peu plus grands des uns des autres. Et donc il y en a certains qui se retrouvent avec les grands-parents, les parents, les enfants. Ouais.
Et c'est compliqué, Des fois, c'est quoi. bien, des Et fois, c'est c'est pas pas bien. et c'est pas forcément entre et c'est toujours un problème enfant-parent, mais pas forcément les plus jeunes avec, on va dire, disons, les parents grands-parents, quoi, des parents qui seraient notre génération, notre âge, et puis les enfants. Ouais. Donc entre grands-parents, petits-enfants, c'est parfait, c'est l'amour. Entre parents et enfants, c'est un peu compliqué, mais ça va. Mais c'est plutôt entre parents adultes et grands-parents qui a des frictions, et j'ai eu 5 questions de choses qui ressortent des vieux dossiers de l'adolescence qui sont en train de ressortir dans les Mais familles, quoi. c'est Genre, j'ai eu 5 personnes qui m'ont raconté ça. Donc, Bah oui. quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le deal d'après vous? Alors, je trouve que c'est hyper, quand t'en parles, c'est hyper, pour moi, fluide dans la tête. En fait, nous, on le vit. On est retourné chez la mère de Meryl, du coup, pendant le confinement aussi. Donc, on vit aussi ce truc-là d'être avec le parent. Parce que je rebondis tout de suite sur ce que tu dis par rapport aux adultes qui sont avec leurs parents et du coup, qui ressortent les dossiers. Je pense, et tu pourras compléter, je pense que ça fait un peu revenir un peu en arrière de ton adolescence, de ta vie, quand tu étais chez tes parents, où c'était compliqué déjà, où la communication était pas au top, où on était plein tout bouleversé dans tous les sens de notre être, et les parents et les enfants. Et là, c'est comme s'il y a eu plein d'années où tu as eu le temps de faire tes études, ta vie, ton appart, ton machin, sans aller chez tes parents. Et d'un coup, genre, tu reviens chez eux, tu te remets avec eux au quotidien, et du coup, ça fait ressortir effectivement les choses. Pourquoi? Surtout si c'est des choses qu'on n'a pas travaillées. Voilà. Parce qu'en fait, c'est tout le problème est toujours là. Ça veut dire que si on garde nos émotions, je sais pas s'il y a eu des clashs et des choses que j'ai à l'intérieur de moi. Des fois, c'est inconscient, on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe, mais parfois, il y a des choses qu'on garde à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on les laisse pas vivre et où elles restent à l'intérieur, nous, on a l'impression qu'on a mis le couvercle. Du coup, on se dit, ah, c'est bon, ça y est, j'ai digéré, j'ai fait la gueule pendant une semaine, maintenant ça va mieux, je peux revenir. Non, ça marche pas. Ça, c'est juste, on se fait illusion que c'est disparu. Mais en fait, notre émotion, elle est toujours là. Et donc, à la moindre occasion, bim, il y a quelque chose qui vient la ressolliciter. Et donc, quoi de mieux pour ressolliciter que l'émotion, surtout que de vivre avec des personnes avec qui j'ai pas résolu des choses. Enfin, donc forcément qu'à ce moment-là, ça revient et c'est décuplé parce que depuis, j'ai grandi, j'ai mûri, ça s'est bien enfoui. Il y a plein de choses que j'ai rajoutées par-dessus, enfouies. Donc forcément, c'est sûr que c'est normal. Déjà, c'est bien de se dire que ça arrive à plein de monde, à tout le monde, et c'est normal et c'est pas grave. Je pense que la clé pour moi de tout ça, vraiment la solution ultime, mais que ce soit dans ces rapports-là, mais que ce soit dans le confinement, mais tout le temps, c'est la communication. En fait, on n'est pas très habitué et on n'est pas beaucoup, je trouve, dans notre éducation, sensibilisé, habitué à communiquer, et on nous explique pas comment communiquer, parce qu'il y a vraiment des façons, il y a vraiment des techniques pour communiquer avec quelqu'un pour que on puisse s'entendre, discuter sans qu'on se sente agressé et sans que ça parte au clash. Il y a vraiment des façons de faire, et ça on nous l'enseigne pas, et nous c'est ce qu'on aussi enseigne dans nos accompagnements, c'est comment communiquer, parce que parfois il suffit pas grand chose pour désamorcer un clash, quoi. Et je rebondis juste aussi sur le fait que, vas-y, pardon. Non, je voulais dire, et alors, est-ce que tu peux nous donner une petite technique toute bête à mettre en place tout de suite? Oui. Alors, quelque chose de très simple, c'est utiliser le pronom je. Ça part ça, mais en fait, à partir plutôt que le tu, c'est toi qui as commencé. C'est pas le problème, exactement. À la place du tu, à la place de ça fait ça, en mode il. En fait, à la place de dire, par exemple, tiens, tu m'as saoulé, t'as fait trop de bruit, ça m'a pris la tête, c'est chiant quand tu fais ça. Parce que ça, du coup, les gens, forcément, se sentent agressés. Et donc, la réponse à l'agression, c'est l'agression. Il y a pas d'autre solution. C'est coupé, quoi. Il y a pas de communication il y a pas de relation qui peut évoluer. À partir du moment où tu dis, je ressens que là, quand t'as dit ça m'a touché. J'ai la sensation que quand tu me regardes comme ça, j'ai la sensation que je suis comme ça. Ça me rend triste, ça me fait de la peine, ça me blesse. On parle de son émotion, de sa vérité. Donc, à ce moment-là, personne en face ne peut contredire ta vérité que tu es en train de dire. Les gens peuvent le faire. Oui, mais non, c'est pas ça. Non, mais je te dis juste que je ressens ça. Après, les gens soit sont fermés et comme ça, mon Dieu, ça ira pas plus loin, sauf si la personne fait un travail avec lui-même. Soit c'est des personnes qui sont un peu plus ouvertes et vont se dire, ah d'accord, mais je pensais pas que tu ressentais ça. Mais la plupart du temps, quand même, ces personnes-là un peu fermées, elles souffrent quand même, parce qu'au final, ce qui est important de leur dire, c'est quand il y a eu un clash, arriver en disant du coup le jeu, par exemple, tu m'as dit ça et en fait ça m'a blessé, ça m'a fait de la peine parce que moi j'ai ressenti ça. Et la personne peut-être au départ va dire mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et là c'est important de redire que je dis pas que c'est ce que tu as dit,
je dis que c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est incontestable. C'est ça. Ce que je ressens, c'est incontestable. Après, je dis pas que c'est ce que tu as voulu dire. Et en fait, le deuxième effet qui se coule de parler avec le jeu, c'est que d'abord, la personne se sent pas agressée. Donc déjà, elle a pas envie de répondre par de l'agressivité. Déjà, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire que la communication, elle est ouverte. Et ensuite, la deuxième chose que ça fait, c'est que quand la personne en face, elle sait ce qu'on ressent, elle a plus de facilité à avoir de l'empathie, à se mettre à notre place et donc à comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, l'agression, la personne, quand on lui dit « tu me fais chier », bah, si tu me fais chier, donc elle se sent agressée, elle se dit « ok, point ». Elle sait pas exactement qu'est-ce qui a fait chier, quand ça a fait chier. Alors que si tu dis, bah, si moi je dis par exemple, bah voilà, je me suis sentie blessée et j'ai eu de la peine parce que moi, voilà, ça me fait revivre des choses et j'ai ressenti, etc. La personne en face, elle va se dire, ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. En fait, les gens, à partir du moment où, et ça, on est responsable de ça nous tous, à partir du moment où on dit pas nous, on n'exprime pas nous, qu'on est, ce qu'on ressent et ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut pas demander aux gens de le comprendre. Parce que on n'évolue pas dans les mêmes sphères, on est tous différents. Donc si moi je dis pas, par exemple, à Julie, ce que je ressens à l'intérieur, elle peut pas le comprendre. C'est sûr, on peut pas lui en vouloir de pas le comprendre. Si moi je l'exprime pas, elle peut pas le comprendre. Donc exprimer ce que j'ai à l'intérieur, ça permet aussi à l'autre de comprendre et de pouvoir se mettre à ma place, avoir de l'empathie et donc après rentrer dans une vraie communication. Du coup, le jeu. Se placer en priorité dans le ressenti. Et rien que ça, ça change tout. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour les personnes qui m'ont envoyé des messages de couple, vous avez remarqué, hein, j'ai tout remis sur plutôt en comment vivre ça familialement, etc. Le coup de, j'en ai eu deux, et je vous juge pas, hein, c'est juste un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais le coup de, quand même, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, il devrait savoir que, ou elle devrait savoir que. Voilà, deux autres personnes viennent de vous le dire. Personne ne vit votre vie, personne n'est à votre place dans votre vie, personne ne peut expérimenter ce que vous expérimentez. Et même, parfois, vous ressentez des choses et vous ne savez pas pourquoi. Donc, partir du jeu, et peu importe le nombre d'années où vous avez été avec une personne, en plus, dans la situation de confinement, c'est encore différent. Donc vraiment, là, j'aime beaucoup ce que vous dites, communiquer et dire voilà ce que cette remarque-là, voilà ce que en moi ça a fait. Je ne sais pas forcément pourquoi ça l'a fait, mais en tout cas le sentiment est là. Je l'exprime, j'ouvre la communication et là l'échange peut se faire. Et là c'est là qu'on désamorce quoi. Exactement. Les gens ne peuvent pas deviner. On ne peut pas deviner ce que pense l'autre si l'autre ne dit pas. Et même aussi donc à soi de dire ce qu'on ressent, ce qu'on est et ce qu'on pense. Le jeu. Exactement. Et même dans le sens inverse, des fois on se dit ah oui, quand la personne dit pas, je sais pas, nous on voit souvent ce genre de choses aussi en accompagnement, c'est oui, mais je sais très bien qu'il voulait dire ça. Non, mais est-ce qu'il te l'a dit vraiment mot pour mot? Mais non, mais je sais que c'est ce qu'il pense. Non, à partir du moment où les mots sont pas dits, c'est juste de l'interprétation par nos peurs, par tout ça. Mais si vraiment c'est pas clairement dit, il faut pas interpréter parce que c'est que de l'interprétation. Donc juste utiliser les mots, et tout est désamorcé et tout ira bien. Super. Ah là, les filles, ça fait déjà 41 minutes. Bon, oui, mais c'est pas grave. On va dépasser un petit peu aujourd'hui. Allez, soyons fous. Non, mais c'est pas vous. C'est parce que c'est super intéressant. J'avais mis sur votre annonce que vous étiez, restauratrice engagée. Du coup, j'ai eu deux questions de personnes qui sont des commerçants. Des petits commerçants et donc je vais prendre chacune de leurs questions. La première c'est comment est-ce qu'on fait en tant que personne. Bon alors vous êtes deux mais ça n'empêche pas que vous avez quand même des emprunts, des ceci, des cela, donc vous avez quand même du stress lié au fait de détenir d'être responsable d'un commerce. Donc j'en ai une, c'est comment est-ce qu'on gère le stress qui est généré par la perte de profit, pas à cause de la perte de l'argent, mais parce que cette perte d'argent ça veut dire ne pas payer ses salariés et que derrière ces salariés et c'est ça qui a intéressé cette personne-là. Il y a des familles en fait. C'est pas juste une personne que ça impacte, c'est plusieurs personnes que ça impacte. Et la deuxième question, je vous la pose tout de suite derrière, c'est quel conseil quand on va commencer à déconfiner pour aider à la gestion du stress des équipes qui vont revenir. Voilà. Donc ça, c'est plus sur votre côté entrepreneur, votre vie d'entrepreneur. Alors la première question, c'est que pour recontextualiser et expliquer, mais vraiment très très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais Gaïa, nous on a un business model 6.0. On l'a appelé comme ça. 6.0, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un business model qui est dans beaucoup d'entreprises en croissance. Année plus 1, année plus 2, et on monte et on grimpe et on a plus de salariés, on a plus de chiffre d'affaires. Nous, on a, par notre vie perso qu'on vit comme ça, on a voulu faire la même chose au travail, c'est-à-dire
on croit au début pour voir le point d'équilibre des charges, du loyer, de ce qu'on gagne, de machin, et après, on maintient. On n'est pas dans un objectif de croissance, ni de toujours plus, exactement comme dans notre vie perso. Donc en fait, déjà rien que ça, de changer sa façon de travailler, son business model, de changer, après se délier des croyances, des regards des gens, qu'il n'y a que comme ça qu'on peut travailler. Déjà quand on change ça, mais ça c'est un travail en profondeur qui fait des échos à soi-même et aussi son changement de vie soi. Déjà quand on fait ça, ça peut vraiment changer. Donc là c'est difficile. Enfin, ça, je pense que c'est même la clé. Pour moi, c'est la clé. Ça répond un peu aux deux questions, c'est-à-dire comment je fais pour gérer ça et après le déconfinement. Pour moi, revoir son business model et ne pas se voir toujours à la hausse, mais se dire que nous aujourd'hui, on est comme beaucoup de commerçants, comme tu disais, on a un crédit, loyer, on a un loyer, on a des charges, tout ça. On n'a pas de salariés, mais on a. Mais malgré tout, et on est quand même plutôt, et en plus on a la Croix-Rouge, donc on a des charges qui sont quand même pas non plus si petites que ça à la Croix-Rouge à Lyon. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas tellement de soucis pendant le confinement, en tout cas financier, parce que notre business model, comme en fait, on a vu nos charges au minimum possible. Et notre vie perso. Et notre vie au minimum possible, nos charges du business au minimum possible, et donc bah, du coup le chiffre d'affaires en cohérence. Au final, là, on perd, mais on perd moins que si on avait eu envie de faire un chiffre d'affaires 4 fois plus, et donc ça nécessite 4 fois plus de charges parce que 4 fois plus de... et ainsi de suite. Et là, comme nous, on a vu tout au minimum pour nous, entre notre bien-être, l'équilibre dont je lui parlais, payer mes charges, me sentir bien, avoir une vie sociale, etc. Au final, on a moins de stress parce qu'on a moins d'argent en jeu, moins d'argent fouteur un peu quelque part. Donc, moi, je pense que ce serait peut-être revoir son business model de la base et revoir un petit peu sa croissance et pas croître sans fin, mais plutôt trouver un équilibre et ensuite... Mais cet équilibre, il se trouve à partir du moment où on fait un travail de remise en question. Il peut pas se trouver cet équilibre si on continue à fonctionner pareil. Il se trouve à partir du moment où on dit stop, là on se pose sur ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et ne plus être dans ce stress permanent de toujours plus parce toujours que plus, toujours plus de salaire et du coup si j'ai plus de salariés, bah, il faut que je les paye mieux, donc du coup il faut que je gagne plus. Enfin c'est toujours le truc qui se mord la queue. Nous on a décidé de pas du tout entrer dans ce truc-là à partir du moment où on a créé Gaïa. J'ai vu qu'il y a Vracanville qui s'est connecté, c'est des nanas qui vont ouvrir une épicerie à Villeurbanne aussi, qu'on va accompagner aussi du coup sur ce plan-là aussi, sur ce chemin et se trouver cet équilibre. Elles peuvent témoigner là sur se trouver cet équilibre entre sa vie, entre ses envies, ses besoins de vie et son business. Et ça peut être intéressant, mais il faut se poser dessus et il faut prendre du temps dessus. Ouais. Et ensuite, on va faire 4 lives avec vous en fait. Pardon, oui. Vas-y. Sur la gestion du stress des équipes, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de communiquer avec eux et de les intégrer surtout dans le process. Ça veut dire pas prendre ses décisions soit seul dans son coin. Moi, ce que je fais avec des salariés, c'est les prendre avec moi en tant que patron, même si je suis seule, et justement créer quelque chose d'équipe et de se dire, allez tous ensemble, comment on va faire pour relever tout ça, comment on va faire pour recréer quelque chose derrière la crise. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de désamorcer le stress. Les salariés de les intégrer aussi dans le process et je pense que ce serait pour moi en tout cas c'est la meilleure façon de... On revient au jeu, à la communication avec le jeu en parlant aussi de ses ressentis. Et créer une cohésion, voilà, faire ensemble. Très bien. On a une question ici, c'est comment rester pérenne sans perspective de croissance? Bon, si vous pouvez nous faire ça en 2 mots, parce que j'aimerais parler d'une initiative que vous êtes en train de prendre en ce moment et que les lives sur Instagram, je crois que c'est limité à 1 heure. Donc, il nous reste... je pense que si tu veux... En fait, si tu veux, cette personne-là, si c'est une personne qui est intéressée, elle peut venir nous voir en MP. Et nous, après, on peut discuter avec elle. Si elle préfère, ça sera peut-être plus simple. Comme ça, on déborde pas trop sur le live. Ouais. Et nous, on peut lui parler en MP si ça convient à cette personne. Nous, ça nous va aussi comme voilà ça. Ce qu'on vous propose. Voilà. Est-ce que ça vous convient, la diaspora chuchote? Comme bon, ça, on va avoir la réponse. Là, j'aimerais beaucoup parler du groupe Facebook que vous êtes en train de lancer en ce moment, et ça m'intéresse d'autant plus et ça me touche d'autant plus que en ce moment, je n'arrête pas de dire à toutes les personnes qui veulent bien l'entendre que moi, dans le déconfinement, la chose qui me fait le plus peur, c'est toutes les grosses entreprises qui vont se jeter sur le peu d'argent qu'il reste aux gens pour leur dire non mais attendez, venez, vous allez voir, buvez un peu de coca, ça va vous faire du bien, ça va vous rappeler le temps d'avant, on va revenir à la normale, à la normale, voilà. Alors que vous allez être en train de lancer un groupe Facebook sur le monde d'après quoi. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup le 12 mai, on va dire, même si c'est pas là. Ça ressemble à quoi?
Non, c'est bon. Alors en fait, juste pour parler du groupe Rapidos, on va essayer d'être vraiment plus succinct. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Créons ensemble le monde de demain. Pour nous, le monde de demain, qui est vraiment demain, c'est pas que le dîner. C'est à un moment donné, on est dans une situation particulière aujourd'hui, qui n'est jamais arrivée. C'est le moment ou jamais de changer sa vision de la vie, sa façon de consommer, sa façon d'être en lien avec les autres. C'est le moment ou jamais pour changer ça, sinon on va tous crever avec des problèmes planétaires, environnementaux, etc. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le monde qu'il y avait juste avant le confinement, parce qu'on dirait que le confinement, un monde avant, un monde après, le monde qu'on vit, enfin ce qu'on connaît jusqu'à présent, c'est ce qui est en train de nous tuer. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où si on veut revenir à ce qu'on était avant, eh ben on va tout droit dans notre tombe de toute l'humanité. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est bien de prendre conscience que la société aujourd'hui, elle n'est pas viable sur du très long terme. Elle est viable aujourd'hui pour quelques grosses enseignes, etc. Mais c'est pas viable sur du long terme, c'est sûr et certain. Et ça, on peut par A plus B montrer à quel point ça l'est pas. Et aujourd'hui, du coup, nous, dans le groupe, on a envie de rassembler des gens. Donc, on est une quinzaine d'admins, des gens qui sont très engagés, un peu comme nous, soit professionnellement, soit personnellement. Avec chacun des thèmes différents qu'ils veulent aborder, voilà. La mode, l'éducation, la santé. Et chaque jour, on partage, du coup, dans le groupe, des astuces, des conseils, des vraies actions concrètes pour pouvoir changer notre vie, nous, du quotidien. Et en fait, on est déjà aujourd'hui, après 3 semaines, on est à peu près 1400, bientôt 1500 à suivre tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment une superbe communauté bienveillante où chacun est libre de poser ce qu'il a envie sur des thèmes précis. Chaque thème, il y a un moment de conscience de ce qui se passe et un moment d'action. Parce que sans conscience, l'action, elle est difficile à garder et à pérenniser. Il y a un moment de conscience et un moment d'action. Ça, c'est le groupe Créons ensemble le monde de demain sur Facebook. Voilà. Et on peut en entendre parler et voir un peu l'actualité aussi de ce groupe et trouver le lien de ce groupe sur votre Instagram Gaia Coffee House. Ouais. C'est ça, sur le lien dans notre bio Insta. Alors, il nous reste encore, on va dire, 5 minutes aujourd'hui. Ouais. Si vous aviez une chose à conseiller à toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui regarderont le replay pour essayer justement, parce que je pense que c'est difficile de voilà, moi je fais beaucoup de méditation, de choses comme ça, mais c'est pas quelque chose auquel on arrive du jour au lendemain. Donc j'essaye d'expliquer qu'il faut commencer par trouver une application avec des méditations guidées, etc., parce que tu peux pas du jour au lendemain juste te poser comme ça avec tes émotions, le silence, ça va juste te tuer en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais une chose qu'on peut mettre en place, il y a un petit décalage. Une chose qu'on peut mettre en place aujourd'hui pendant ce confinement pour se faire du bien dans une perspective en fait d'auto-soin, ou peut-être qu'il y a certaines personnes voilà qui veulent commencer aussi, qui se rendent compte de certains fonctionnements et qui ont envie de briser certains cercles vicieux qui peut y avoir dans leur vie. Si aujourd'hui vous pouviez conseiller voilà une chose facile à mettre en place. Moi je dirais mettre de la conscience et mettre du sens à ce qu'on fait. Et en fonction de ça, voir quelle est la priorité pour nous. Est-ce que si je fais ça, c'est prioritaire? Est-ce que manger comme ça, bouger comme ça, c'est prioritaire? Moi, je dirais mettre de la conscience parce que c'est ce qui a été une clé facile à mettre en place et se faire aider en fait. Parce que seul, on est embourbé dans nos émotions, on n'a pas de neutralité, on n'a pas d'objectivité et c'est difficile d'être seul et de changer de vision ou de changer de façon de fonctionner. Moi, je dirais mettre de la conscience et du sens en se faisant aider. Ouais, moi je pense aussi s'entourer et se faire aider par un professionnel, ça c'est, je pense, indéniable si on veut vraiment aller plus loin. Mais là aujourd'hui, si tout de suite, par exemple là, dans 2 heures, quelqu'un veut tout de suite mettre une action en place, je dirais bon, du temps aussi, ça me semble indéniable. Mais ce serait de peut-être trouver dans son entourage des gens, par exemple, rejoindre des groupes comme le nôtre ou d'autres, mais rejoindre des communautés où des gens en tout cas partagent ce genre de valeurs pour pouvoir y trouver du soutien, y trouver de l'entraide et aussi de la solidarité, ne pas se sentir seul, parce que ce qui est difficile dans le changement, c'est qu'on se sent seul parce qu'on est tout seul et c'est nous tout seuls qui devons faire au quotidien. Et le fait de se sentir entouré par des gens et un peu guidé, et cette solidarité fait vraiment du bien et elle booste beaucoup. Donc moi je dirais essayer de trouver, là vous allez sur Facebook par exemple, Internet qui a mis aujourd'hui allez sur Facebook, tapez les groupes, des mots qui vous passent par la tête, des mots-clés, puis vous essayez d'un peu chercher et vous trouvez un peu comme ça des gens qui ont cet esprit. Je mettrai une parenthèse sur Meryl et je pense que ça clôturera le truc. C'est
aller chercher des groupes où ils ne sont pas que dans la plainte Et et dans le Ouais. constat de ce qui dans leur vie. Parce Mais bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, et nous, on le voit, et c'est ce qu'on veut surtout pas dans le nôtre, c'est se dire, ah, ben, c'est difficile, comment vous faites pour vous sortir d'une crise d'angoisse, machin. Donc, c'est bien, mais ça t'aide pas parce que déjà, ils s'auto-médicantent des médicaments entre eux ou s'auto-thérapient entre eux. Et ça, moyen bof. J'irais vraiment vers des gens qui sont dans l'action d'après en ayant une conscience. La conscience et les actions d'après. Pour moi, il faut faire attention à certains groupes quand même. Donc, voilà. Mhm. Donc la conscience, c'est se poser des questions sur ce qu'on Ouais. fait et éventuellement pourquoi on le fait. En tout cas, ce qu'on arrive à identifier, voilà, ou pourquoi on ne le fait pas. Ça peut être aussi ça. Et essayer de trouver des groupes via les réseaux sociaux. Hein, je veux dire, maintenant, on n'a pas arrêté de les vilipender, mais aujourd'hui, ils sont quand même bien utiles. Et trouver des gens qui, comme nous, ont envie de trouver des solutions et pas forcément des gens qui sont des prophètes et qui ont toutes les solutions, mais en tout cas, qui sont pas seulement dans la plainte et dans le constat, mais qui ont envie de changer les choses. Moi, j'aime bien finir mes lives avec une phrase qui a été dite pendant le live qui m'a marquée. Et moi, j'ai envie de finir celui-ci dans un aspect positif et de lancement pour toutes les personnes qui ont laissé des questions. Merci beaucoup et qui ont un vrai envie de changement. C'est ce qu'a dit Meryl tout à l'heure. C'est au départ, on est tous un peu dans le déni. Oui. Donc voilà, au départ, on est tous un peu dans le déni. Ce qui est important, c'est ce qui vient après, quoi. Donc voilà, au départ, vous êtes un peu dans le déni, c'est normal. Tout le monde y est. Tout le monde, moi aussi. Mais on peut changer les choses, on peut bousculer Mais et oui, on peut bien aller sûr. vers de la... Ouais, ça c'est top. Trop bien. Super. Merci, Merci les filles, merci. À plus tard. Ah, juste 2 secondes. Vous rouvrez Gaïa. Il y a quoi? Ça se passe mais comment? on sait pas encore quand. On est dans la projection Ah. Faire emporter, mais Peut-être on a fin ça, voilà, peut-être début Bon. juin, on verra. Mais on tiendra au courant sur les réseaux de toute façon. Super. Voilà. Merci. Salut, merci à tout le monde d'avoir connecté aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Gaïa Coffee House, si vous voulez leur laisser des messages. At House by Maha. Maha, c'est moi, si vous voulez me laisser des messages aussi. Je vous dis à la semaine prochaine où on a rendez-vous avec une astrologue. Ça va être génial. Ah, génial. Tchuss. Bisous les filles, merci pour tout. Merci.